Mesdames, Messieurs, rebonjour. C'est une fois encore Frédéric Denré, voilà, animateur de garde pour toute question relativement verte au sein de la SITL. Entre autres, cette année, j'ai monté intégralement ces tables rondes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les titres et la composition de ces tables rondes, le fautif, c'est moi. Donc, ce titre, propre, efficace, sécurisé, ponctuel, le fluvial, l'avenir, c'est vous dire si je ne suis pas très neutre pour parler du fluvial que je défends depuis des années. Allez savoir pourquoi. Il faut aller chercher loin, loin, loin dans mon histoire pour savoir pourquoi je suis fasciné par les avions avec des gros missiles et par les péniches, par les barges, par le fluvial. Effectivement, le fluvial est synonyme d'avenir selon moi. Je ne comprendrai toujours pas pourquoi on ne transporte pas plus sur le fluvial par rapport au camion. C'est lié à une histoire française qui remonte aux 30 Glorieuses, peu importe. Le fluvial a tout pour lui. Effectivement, on en parle de plus en plus, les villes le veulent, tout le monde le veut, et en même temps on demande au fluvial de faire ce qu'on a demandé au transport routier à réaliser en 15 ans, c'est-à-dire à se verdir vite, 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 vite. L'équation est compliquée pour un monde qui économiquement est fragile, il y a toujours la question du prix, etc., etc. Les chargeurs renaclent un peu. Bon, on va voir ça. Manifestement, les choses avancent. J'ai vu dans les statistiques 2020 publiées par Entreprises Fluviales de France que c'était dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire chez moi, que la croissance avait été la plus forte, notamment à Dunkerque et entre Béthune et Sante. Vous ne connaissez pas Sante, c'est à côté d'Aubourdin. Vous ne connaissez pas Aubourdin, mais moi, je ne connaissais pas Sante, alors que je suis natif du coin. Donc les choses vont bien. Au niveau des ports maritimes, ça a été un peu plus mal. Vous vous demandez bien pourquoi, et vous avez raison, en fait, c'est lié à la crise sanitaire. On va voir ça avec mes amis, ils sont 7. C'est beaucoup pour un animateur, mais comme ils sont tous et toutes, merci madame d'être là, de qualité, les choses vont bien se passer. En tout cas, j'espère. Thierry Kerlot, vous êtes directeur des opérations maritimes et multimodales chez Bolloré Logistique. Christine Morel, vous êtes responsable développement commercial chez Scat Fluvial. Voilà, je ne me suis pas trompé jusqu'à présent. Steve Labelli, vous étiez avec moi déjà mardi pour aborder le sujet de la mutualisation. Vous êtes responsable relations institutionnelles chez Sogestran. Édouard de Montmarin, je ne vous vois plus. Oui, vous êtes là, pardon. Directeur du développement chez Altins. Alors vous avez 4 pages. Ronan Sévette, vous étiez avec moi tout à l'heure, directeur général de l'Union nationale de l'industrie de la manutention. Xavier Bourrat, vous êtes venu avec tous vos amis de Total Énergie, vous êtes dûment estampillé, directeur des affaires publiques Total Énergie France. Lionel Rouillon, vous êtes juste à ma gauche, directeur du développement de VNF, Voies navigables de France. On va commencer par vous. Franchement, on en est où? Tout le monde veut faire du fluvial, ça monte un peu, pas autant que moi je le voudrais, qu'on le voudrait. Où on en est en France? Il y a une AMI qui a été signée hier pour le développement de la logistique fluviale, un appel à manifestation d'intérêt, alors que l'intérêt est manifeste pour la logistique fluviale depuis des années. Tout ça, on a l'impression que c'est très lent, très inertique. La région Île-de-France va déverser 2 millions d'euros sur la réfection de 2 écluses, j'ai vu ça. Enfin voilà, on est bien dans un sens de l'histoire, on va enfin accélérer, on en est où? Alors ça va plutôt pas mal. On a connu 2 années, mais comme tout le monde, un peu difficiles avec le Covid. Bon, le fluvial a montré son côté assez, voire très résilient. 2 éléments quand même. On connaît 2 évolutions relativement majeures. Avant, en gros, si on pensait fluvial, on pensait le transport, juste le segment transport. Et puis, on ne pensait pas nécessairement les portes d'entrée, les portes de sortie, le pré-post-acheminement, la manutention. Et en fait, chacun pensait dans son couloir de nage les différents éléments du fluvial. L'ensemble n'était pas forcément au top de la recherche de compétitivité. Depuis quelques années, on voit que cet ensemble s'intègre de plus en plus. On voit qu'on commence à intéresser d'autres acteurs. Sur la Moselle, on a fait venir Rhenus. Sur le Rhin, on a fait venir DP World. On voit qu'on a des acteurs majeurs de la logistique qui commencent à s'investir véritablement dans les ports fluviaux, dans la logistique fluviale. Et à partir de là, les gains de compétitivité commencent à apparaître et tout simplement à rendre le fluvial de plus en plus compétitif. Mais pourquoi ces gens-là nouveaux viennent sur le fluvial aujourd'hui, pas hier? Pour plusieurs raisons.
bon, d'une part, on a fait de gros efforts sur l'infrastructure et le transport, et clairement, il y a une opportunité. D'autre part, il y a une demande de plus en plus de logistique verte, et pour l'instant, le fluvial, comme le fer, mais la différence c'est que le fluvial a des réserves de capacité qu'on n'a pas forcément sur le fer, eh ben, on voit bien qu'il y a l'opportunité de développer cette logistique verte. Et puis, le troisième élément, c'est aussi une évolution de Voies navigables de France. Il y a encore 10 ans, on avait, en gros, s'intéressé à qui fait de l'aménagement pour faire émerger un port de champs de patates. Aujourd'hui, on s'intéresse à qui a la capacité commerciale, qui a la capacité financière, qui a le savoir-faire logistique pour aller chercher des marchés dans un hinterland le plus large possible au niveau territorial, mais également à l'import de l'autre côté des océans en lien avec les armements maritimes. Donc ça fait quand même une vraie différence, et cette vraie différence crée l'opportunité de marché pour qu'ils puissent venir sur le fluvial et nous apporter leur force de frappe, leur savoir-faire et la compétitivité qui va avec. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il manquait une offre commerciale des ports fluviaux? Rien que de se faire connaître et d'aller chercher des marchés? Il y avait un petit côté traditionnel où j'étais connu au local, mais où je n'allais pas forcément beaucoup plus loin, après en parler. Et puis, il y a un deuxième volet. On voit, vous en parliez tout à l'heure, juste là, vous en parliez sur la logistique urbaine. On voit émerger de la même manière des nouvelles offres. Pour faire simple, avant, la logistique urbaine, soit elle était intégrée dans une grande entreprise qui avait sa propre logistique et qui la gérait, soit elle n'existait pas, ou alors elle était très fortement subventionnée. Aujourd'hui, on voit des offres qui émergent, qui permettent de mutualiser des flux, qui pensent l'offre de manière complètement intégrée, stock pré-acheminement, stock amont, transport fluvial, déchargement à quai au centre, au cœur de la ville, départ soit via des véhicules électriques, petites camionnettes, camions, ou via des bateaux, et en fait, des vélos, des vélos, reverse logistique, ce qui fait que l'offre maintenant est complètement intégrée et avec des modèles économiques qui émergent, qui sont eux-mêmes autoporteurs. Et ça change juste tout. Ça change juste tout, parce que ce qui a été pensé, c'est certes la chaîne logistique elle-même, mais c'est aussi l'avantage pour le client final. Un exemple simple, quand vous êtes un commerce de centre-ville qui débitait de la boisson, qui vendait des vêtements, des chaussures, etc., et qu'on vous dit, je peux vous livrer à J+0 ou J+1 avec 4 rotations par jour, tout d'un coup, vos surfaces de stockage en centre-ville, vous en avez beaucoup moins besoin, vous faites des économies substantielles là-dessus. Tout d'un coup, votre masse salariale, les gens que vous payez pour pouvoir accueillir la grosse livraison du matin, vous pouvez en recevoir toute la journée, vous pouvez lisser la répartition de vos équipes. Tout ça, ce sont des économies importantes qui font qu'à la fin, si vous payez le transport le même prix, voire un brin plus cher que ce que vous payiez avant, mais ce n'est pas grave, vous vous y retrouvez très largement en souplesse pour répondre à vos clients et en économie au total pour pouvoir traiter les choses. Enfin, c'est un peu théorique ça, parce que sinon on ne devrait avoir que ça à Paris, et à Paris il n'y a que Franprix, Fluvis et Sogestran. Ce n'est pas tout à fait théorique, puisque le modèle il existe déjà, il tourne à Strasbourg, il est en train de s'implanter à Lyon. Fluidis est un autre modèle que l'entreprise qui s'est implantée à Strasbourg et à Lyon, mais on est bien dans la même logique d'intégration de la chaîne, avec pendant la navigation cette fois-ci des opérations de logistique, de l'ensachage, de l'empaquetage, qui permet derrière de directement délivrer et partir. Et donc, on gagne une étape de la même manière en amont. Et aussi parce qu'à Strasbourg, la mairie, l'ancienne mairie avait imposé de toute façon de telles restrictions à la livraison par camion qu'il n'y avait plus que l'offre fluviale. Ce qu'on se disait, c'est un peu le sens de l'histoire. À un moment, en centre-ville, les habitants on a assez de la congestion, on a assez de la pollution. Et à partir de là, demandent à ce qu'on réduise ça. Évidemment, ça fait peser sur les capacités de livraison, ça fait peser des contraintes. Et il se trouve que le fluvial est le fluvial et la chaîne logistique intégrée qui peut aller avec, est une manière de contourner efficacement ces contraintes, tout en dégageant des économies pour le client final.
Et Strasbourg s'est inspiré notamment des beer boats qui livrent la bière dans certaines villes allemandes. C'est toujours un spectacle fascinant. Thierry Kerlot, je ne sais pas si ça vous fascine les beer boats, mais en tout cas vous en tant que commissionnaire, voilà, vous avez le cadre a été posé par VNF. Qu'est-ce qui fait que vous allez vers le fluvial? Alors effectivement, il est propre, efficace, sécurisé, ponctuel. En même temps, on dit toujours qu'il est trop cher, que les coûts de manutention, etc., les quais ne sont pas aménagés. Oui. Vous, pourquoi aller sur le fluvial? Alors nous, bon, vous connaissez notre métier, hein, nous sommes commissionnaires de transport. Alors nous, notre job, c'est d'organiser la gestion des flux pour le compte de nos clients, en incluant évidemment tous les modes de transport quand ils sont le plus efficaces possible. Alors nous, jusqu'alors, la plupart de nos flux terrestres, hein, une fois qu'ils arrivent ou avant qu'ils partent sur des navires, sont gérés principalement par des camions. Mais depuis plusieurs années, on s'intéresse au fluvial. Déjà, on avait commencé à travailler avec différents partenaires et depuis 3 ans, on s'est lancé dans le grand bain et on est nous-mêmes devenus opérateurs de barges. Alors évidemment, à notre niveau, hein, on a une barge qui travaille et qui opère entre Le Havre, Gennevilliers principalement, hein, qui peut aussi aller à Bonneuil. Avec flux aller, flux retour. Flux aller, flux retour, hein, sur le papier. Ah, sur le papier. Sur le papier. Après, je vais vous expliquer en fait un peu plus en détail si vous voulez bien. Bolloré qui fait des flux de papier, c'est pas bon. Bolloré fait des flux de papier parce que c'est notre métier de base et on y tient. Donc on reste attaché au film, au film plastique maintenant. Non, mais c'est en fait nous chez Bolloré, on y croit depuis longtemps. On y croit depuis longtemps. Donc cette barge qui a une rotation donc une fois par semaine. Donc c'est un service qui est assez qui voilà, nous permet d'entrer dans ce monde qu'on connaissait pas, mais qui a plein d'avantages, hein. Donc le fluvial, comme l'a dit monsieur, c'est plus propre, ça évite de saturer nos routes par des camions. Et on y croit aussi beaucoup pour la région parisienne, hein. Donc nos flux, pour répondre à votre première question concernant l'import, concernant cette barge, sont principalement des flux import. Donc cette barge qui opère une fois par semaine, comme je le dis, donc 108 EVP, 108 EVP, donc c'est assez limité, mais elle est chargée à 100%, on peut le dire, à l'import. Donc ça, c'est très bien. On a d'autres problématiques pour l'export. Et là, je pense qu'il faut qu'on mette un coup de booster dans l'autre sens sur les flux qui repartent à l'export. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça représente environ, en taux de remplissage pour notre barge. Alors moi, je ne peux pas faire j'ai pas les statistiques globales sur les chargements de barges à l'export en sortie de la région parisienne. Mais nous, c'est environ 10%. Donc c'est clairement pas du tout en ligne avec les objectifs que nous avons dans les années prochaines. Oui. 30% de report modal d'ici. Voilà, 2030. Donc nous visons à l'horizon entre 2025 et 2030 30% de report modal pour l'ensemble des flux que nous gérons ici sur le territoire national. Donc je pense que c'est un objectif qui est réalisable, mais à certaines conditions qui aujourd'hui ne sont pas toutes réunies. Alors lesquelles rapidement et on y reviendra ensuite. Quelles conditions? Donc, Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué succinctement dans l'introduction, on se rend compte que nous vivons dans une période qui est extrêmement compliquée et très tendue à plusieurs niveaux, hein. On connaît l'état du commerce maritime mondial, les problèmes que nous avons en Chine et qui sont répercutés, donc les problèmes de lockdown là actuellement, qui sont répercutés sur les ports français, qui sont extrêmement tendus en termes de capacité en ce moment. Partout dans le monde, et surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, on a des disruptions fortes avec des décalages de navires qui font que la logistique fluviale derrière tout ça est compliquée à mettre en place parce que les barges, surtout nous, je vous dis, on a une barge qui tourne une fois par semaine. Donc, il suffit qu'il y ait des impacts de décalage de navires à l'arrivée, hein, pour nous, hein, pour l'instant, pour l'import.
eh bien, on peut partir avec une capacité, une barge qui n'est pas remplie. Et donc, économiquement, c'est pas rentable. Aujourd'hui, la barge qui tourne pour nous n'est pas une opération qui est rentable, mais nous y croyons et nous voulons tout faire, être un acteur avec les autres acteurs pour mettre en place des règles qui pourraient nous permettre d'améliorer ce sujet. Hein. Donc le fluvial est structurellement plus cher de toute façon. Structurellement, aujourd'hui, valeur minute, il est plus cher. Il y a un écart qui est encore conséquent quand on compare la livraison d'un conteneur en région parisienne par la route et la livraison par le fleuve. Donc, il y a encore ce déficit, mais qui peut être réduit par certains dispositifs, peut-être, demain, j'espère. Christine Morel, pourquoi c'est cher? C'est toujours la question des THC, des coûts de manutention? Oui, ben justement, j'allais y venir. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Et puis, merci à vous Alors ils sont virtuellement annulés par Jean-Ministre Djebari, le porte-parole de CMA-CGM, finalement, Oui. qui a dit que c'était fini, tout ça. C'était... Non. Et on l'espère en tout cas. Je pense que il faut voir un petit peu ce que ça donnera dans un avenir proche. On a sur le port de Dunkerque aujourd'hui, c'est déjà pratiqué, donc on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui fonctionne. C'est les armateurs qui sont arrangés pour payer le surcoût de manutention, c'est ça? Entre eux. C'est eux qui le payent directement, oui, exactement. Et c'est plus l'opérateur type Bolloré qui aujourd'hui le prend en charge. Donc, rapidement, pour revenir sur ce que disait M. Kerlot, je voudrais juste corriger une petite chose. Je pense que ce n'est pas le transport fluvial en lui-même qui est plus cher, mais effectivement le coût de la manutention qu'on ne peut pas empêcher d'avoir aujourd'hui sur les trafics qu'on a. Sur le pont d'Ereux, c'est un peu différent parce que les installations sont souvent faites de la même façon pour accueillir ou les camions ou les bateaux fluviaux. Sur les boîtes, c'est un peu différent et effectivement, la rentabilité économique est un peu plus difficile à chercher. Cependant, on a quand même un certain nombre d'atouts au niveau du transport fluvial et la lenteur n'est pas forcément toujours un inconvénient. Elle permet aussi de faire la partie administrative, le dédouanement en temps masqué pendant le transport, avoir un certain nombre de choses qui sont réalisées en temps masqué et qui permettent finalement d'avoir des boîtes à récupérer qui sont déjà dédouanées et de ne pas avoir de retard ou au départ ou à l'arrivée. D'autre part, on constate effectivement un regain d'intérêt pour le métier du fluvial. Au niveau des transports, il y a aujourd'hui une grande pénurie de chauffeurs routiers qui fait que bon nombre de transporteurs se posent la question si les flux actuels ne sont pas transposables, au moins en partie sur la voie d'eau. On a en France, mais aussi dans les pays voisins, un réseau qui est assez bien fait et qui mérite d'être exploité davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc vous avez un coup à jouer là. Il y a une fenêtre de tir qui est inédite en ce moment. Pardon ? Il y a une fenêtre de tir qui est inédite finalement à vous entendre tous. Inédite, peut-être pas, parce que dans un passé plutôt lointain, le fluvial représentait un trafic beaucoup plus important, mais je pense que ce regain d'activité est là. L'intérêt est là, les impulsions sont données, les différents plans d'aide qui existent aujourd'hui au niveau de VNF, mais aussi par les différentes régions qui y participent, permettent à des opérateurs de transport, à des commissionnaires davantage à se lancer, ne serait-ce que dans des études et des expérimentations, pour passer le cap à quelque chose qui rend les choses plus palpable, plus réaliste et plus réel. Et c'est à partir de là qu'on peut construire quelque chose. Passer du routier, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment appris dans les écoles de transport et de logistique aujourd'hui, c'est difficile à faire basculer les choses dans les entreprises. Donc si
on peut apporter un plus et permettre aux entreprises, sans prendre trop de risques, de toucher à la voie d'eau, nous, on fera en sorte qu'ils y restent. Vous parlez des écoles, mais on enseigne le fluvial dans les écoles qui forment les logisticiens? Alors, on enseigne la navigation fluviale, oui, dans 3 écoles en France. Pas assez à mon goût, mais s'il y a des vocations à avoir, je pense que les navigants sont aussi à la recherche d'un renouvellement générationnel. En ce qui concerne les écoles logistiques, le fluvial et aussi nos collègues du ferroviaire sont très peu représentés, et c'est effectivement un des freins qu'on a aujourd'hui, puisque c'est vraiment un monde qui n'est pas suffisamment connu et les gens osent peut-être pas trop s'en approcher. Oui, et puis on entend même à Paris le fluvial qui revient, les barges qui reviennent, mais du coup, ben non, moi le quai, il est là pour que je puisse promener mon chien et me promener tout court. Les bateaux, ça fait sale. Avoir des usines, des entrepôts bord à quai, ça fait sale. On entend ça dans certains conseils municipaux, notamment à Paris, expérience vécue. Monsieur Sevette, le surcoût est donc lié à vous, à la manutention. C'est vous le vilain de l'affaire. Bien sûr. Bonjour à tous. Il ne s'agit pas d'un surcoût en fait de manutention, il s'agit d'un coût de manutention. Une réalité des coûts. Écoutez, c'est très simple. Si je dois faire 4 ruptures de charge aujourd'hui au Havre pour amener mon container qui est déchargé du navire, amené sur le terminal, et ensuite je le mets sur un petit train qui va aller vers un terminal multimodal qui a coûté 150 millions d'euros, dont 110 millions d'euros d'argent public. Le LHTE au Havre. Qui est en dépôt de bilan depuis son ouverture. Et je dois donc décharger ma boîte sur le terminal, la recharger effectivement ensuite bord à quai pour la recharger sur mon navire. Et bien tout ça et toutes ces ruptures de charge, on y met du matériel et on y met des bonhommes, et tout ça, ça doit se payer. Il y a quelqu'un qui paye. Alors nous, dans le modèle économique, les entreprises de manutention ont besoin, et c'est assez étonnant, mais de gagner de l'argent pour pouvoir investir et payer les salaires. Donc c'est pas un surcoût, il s'agit là d'un coût. Le péché originel, puisqu'on commence par ça, eh bien c'est la non-connexion de la Seine à Port-de-Mille. La fameuse chatière. On a eu effectivement une inspiration il y a 2 décennies qui visait à développer Port-de-Mille, avec l'explosion de la demande du client, et donc la conteneurisation, le phénomène de massification, la nécessité de construire un grand port en eau profonde au port du Havre, qui était une excellente idée. Et derrière tout cela, eh bien, effectivement, la logistique suivra. Ce qu'on a observé, c'est que plutôt que de connecter le fleuve immédiatement lors du chantier, eh bien, on a attendu. On a trouvé ensuite, quelques années plus tard, une autre solution qui s'avère être un peu complexe et onéreuse. Donc si toutefois, et ça fait 15 ans que la manutention avec les autres acteurs économiques sur le port du Havre dit qu'il faut connecter évidemment la Seine à Port-de-Mille. 15 ans que c'est dans les tiroirs. Là pour l'instant c'est validé, financé. Et ça freine, et ça freine, et ça freine encore. J'espère qu'on ne perdra pas les 25 millions d'euros promis par l'Europe par report de délai. Et l'objectif, effectivement, c'est de connecter tout cela par la chatière le plus vite possible. Ensuite, on n'a pas le choix aujourd'hui. La chatière, c'est une digue finalement qui viendrait protéger les barges, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, seules les barges dites fluvio-maritimes, donc des barges qui sont un peu structurées pour pouvoir aller en mer, donc sortir de la Seine, aller dans l'estuaire, puis rembouquer le chenal d'accès au port du Havre. Peu d'armateurs sont équipés de ce genre de choses. Si on veut massifier sur la Seine le trafic conteneurisé qui arrive à Port-de-Mille, il faut des barges, il faut des pousseurs, il faut de grandes barges, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le premier sujet, péché originel, ayant une chatière, on va enfin faire quelque chose de cohérent. Ensuite, on n'a pas le choix aujourd'hui. La massification et la demande du client est extrêmement importante. On a des projections à 2050 qui nous indiquent qu'on va avoir un flux très important. Il y a peu de chances qu'on fasse des 2 fois 6 voies à la sortie du port du Havre pour nous ramener à Paris. Donc il est nécessaire d'utiliser le développement multimodal. On ne part pas de zéro en fait. Il y a déjà eu de la barge. Il y avait des voitures qui reliaient Paris toutes les semaines il y a quelques temps. On a diminué par 2 notre report modal fluvial sur les 20 dernières années. Donc on a de la marge de manœuvre, certes, mais ça a été possible d'ores et déjà. Donc il s'agit aujourd'hui de se structurer. C'est en train de se faire. Mais on démontre aujourd'hui que si on a un coût de manutention raisonnable, avec des barges qui viennent bord à quai, eh bien ça coûtera effectivement déjà dans cette partie un peu moins cher. L'histoire des THC aujourd'hui, c'est un pansement en attendant que la chatière soit mise en place. Et effectivement, derrière, ça générera du flux. Vous parlez que de la chatière, il n'y a pas le même problème sur le Rhône? La connexion à Fos?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a créé à Europa, nos voisins. Donc, c'est une très belle idée. On a toujours soutenu effectivement la logique de corridor et de considérer effectivement l'ensemble de la chaîne logistique pour structurer tout cela. Le schéma impulsé par le président de la République il y a quelques temps vise à développer le même principe très rapidement sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc, les réflexions sont effectivement en cours pour pouvoir lever l'ensemble des freins effectivement. Sur la multimodalité sur cet axe. On a les infrastructures, la disposition des infrastructures qui sont cohérentes, mais même la voie routière pour sortir de Fos aujourd'hui est complexe. Donc c'est pour dire. Et ça fait 10 ans de débat public pour réussir à se dire on fait ou fait pas 2 fois 2 voies. Donc on a encore du chemin à faire. Il nous faut de l'impulsion politique, il nous faut de la planification dans ce domaine. On en parlait tout à l'heure avec France Logistique, pour pouvoir effectivement demain dessiner les corridors multimodaux qui faciliteront la fluidité de nos flux. Oui, puis il faut l'acceptation des populations, des collectivités, accepter que de partager les quais, de partager les ports. Je ne sais pas qui va aborder ça, Madame Morel. Les quais sont, enfin moi je me souviens à Lyon, hein, on a modernisé les quais, on les a embellis, mais uniquement pour la promenade. Et après, on s'aperçoit que ce serait pas mal quand même que le quai retrouve sa vocation d'origine. Et là, on se retrouve avec des conflits d'usage. Oui, clairement. Mais de toute façon, des discussions sont là, et notamment sur le bassin parisien. Il y a eu énormément de réunions qui se sont tenues avec toutes les parties prenantes et de tout type d'usagers qu'on peut aujourd'hui retrouver sur les quais. Il faut impliquer les collectivités et aussi la population pour leur expliquer que de toute façon, sans transport, ils ne pourront pas consommer. Et que si on veut avoir ces livraisons en temps et en heure et éviter peut-être une pollution supplémentaire ou du moins, ou voire même réduire les émissions polluantes dans nos métropoles, peut-être d'accepter l'implantation de structures qui malgré tout, ne sont pas si nuisibles que ça, puisque on réfléchit également sur le verdissement de la flotte. La plupart des projets de logistique urbaine qui aujourd'hui sont étudiés avec des véhicules moins polluants, voire même avec des vélos, comme le disait Lionel Rouillon tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a matière à travailler et à faire cohabiter tous les usagers. Merci. Vous m'avez faciliter ma transition, vous avez parlé de verdissement de la flotte. Eh bien, on y est, Édouard de Montmarin, Steve Labelli. Vous travaillez ensemble. Steve Labelli, on s'était vu, vous ne travaillez pas que sur l'hydrogène, vous travaillez sur plein d'autres solutions fournies par Édouard de Montmarin. Je vous laisse organiser vos temps de parole respectifs. Vous allez aborder finalement la même chose. Allez, Steve Labelli, je vois que vous hésitez. Prenez le micro. Chez Sogestran, vous êtes armateur fluvio-maritime. Vous travaillez sur l'hydrogène avec c'est plus que ce projet de barge qui est maintenant à quai au Havre, après un périple depuis son constructeur roumain jusqu'à chez vous. Donc il y a l'hydrogène et aussi des carburants alternatifs. Comment vous faites la part des choses? Qu'est-ce qui est pertinent? Quelle nouvelle source d'énergie? Quelle nouvelle forme de motorisation? Pour quels usages? Alors effectivement, on a deux projets en cours, donc ce projet hydrogène dont on a parlé et puis les carburants de substitution. On a beaucoup de demandes aujourd'hui de nos clients pour verdir notre activité. Alors il faut quand même rappeler que le report modal aujourd'hui, passer d'un camion à un bateau, même fonctionnant au diesel, ça reste déjà un acte de transition énergétique, de réduction des impacts des émissions polluantes et tout ce qui est congestion, sécurité. Mais malgré tout, on s'est quand même inscrit dans cette démarche de verdissement de notre flotte. Alors, il y a des aspects à très long terme avec des bateaux zéro émission, donc on va parler d'hydrogène ou d'électrique, par exemple. Mais nos clients, s'ils sont sensibles à ça, nous demandent quand même aussi parfois des solutions un peu plus rapides et un peu plus pragmatiques. Voilà, donc c'était la base de notre analyse, hein, c'est que l'hydrogène, effectivement, est une solution merveilleuse, mais ça ne va pas nous permettre de renouveler toute la flotte rapidement et d'avoir une solution qui va être efficace et qui va porter son effet. Voilà. Alors quand on regarde ça, une autre solution, une alternative la plus simple, c'est d'utiliser les moteurs qu'on a aujourd'hui et d'y mettre dedans des carburants dont l'analyse de cycle de vie fait qu'on est un peu moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc on a porté notre réflexion là-dessus avec deux éléments. Un élément important, c'est qu'on voulait pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre sans avoir à investir sur le bateau.
Parce qu'évidemment, s'il faut investir sur le moteur, le changer ou faire quoi que ce soit, et qu'en plus on utilise un carburant qui est fatalement un petit peu plus cher que le gazole, on apporte une solution qui peut être technique, mais économiquement qui pose des problèmes. Alors, et pour que ça soit rapide, il faut évidemment pas avoir à faire de travaux. Si on part sur 2 ans de travaux, s'il faut faire ça sur tous les bateaux, ça ne marchera pas. Donc c'était la base de départ de notre réflexion. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers des carburants de type XTL, plus précisément HVO, fournis effectivement par Alten, ce qui nous a amené à travailler ensemble sur une expérimentation qu'on vient de lancer assez récemment et qui doit nous permettre de démontrer que ce carburant-là produit les effets et les gains de CO2, de polluants qui sont affichés sur la fiche technique de notre fournisseur. Non pas qu'on soit sceptique, mais il est important de vérifier que ce qui se passe sur un banc d'essai peut être démontré ou avec à peu près les mêmes effets dans la vraie vie. On connaît tous les problèmes de la réglementation des moteurs de voitures et les difficultés des cycles d'homologation. Là, ce qu'on voulait vérifier, c'est qu'on a un fonctionnement qui est, en termes d'émissions, le même que ce qu'on a sur la fiche. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu des émissions, une campagne de mesure de polluants à l'échappement. Et on a prévu en fait 6 mois de travail là-dessus qui vont nous permettre de vérifier que techniquement ça se passe bien, que le moteur n'a pas de problème, qu'on n'a pas de problème de dilution dans l'huile, qu'on n'a pas de problème de pollution de l'huile, qu'on n'a pas de problème d'usure prématurée. Et tout ça va nous permettre, au bout de ces 6 mois, on l'espère, de démontrer que ce carburant-là, ce carburant de synthèse, est une solution efficace, nous permettant de réduire très significativement les émissions de CO2, puisqu'on parle avec le carburant fourni par Altens de 90% d'émissions de CO2. Et ça, faire 90% d'émissions de gaz à effet de serre, je vous défie de trouver une solution tout de suite qui soit aussi efficace. Même en partant sur de l'électrique, sur l'hydrogène, on va garder des émissions de CO2. Ça, voilà, rien n'est zéro émission. Il faut produire l'énergie quelque part, il faut produire les gaz quelque part, etc. Là, on a une solution qui nous paraît être une solution de transition à court terme, certainement, à moyen terme, très probablement aussi, pour réduire le CO2, mais aussi les émissions type NOx, particules, CO, etc. Alors justement, Édouard de Montmorin, vous promettez donc 90% d'abattement de carbone, 65% des particules, 25% monoxyde de carbone et 33% des oxydes d'azote. Vous avez compris, hein, ils vont mesurer derrière, voir si c'est vrai. Il vient d'où ce carburant? Alors, je sais que c'est le temps des promesses électorales, mais en fait, non, je ne promets rien. Mettez bien sur le menton. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que, d'abord, juste sur le plan pédagogique, c'est quoi le XTL? Bon, vous connaissez le gazole. Comme disait si bien Steve, le XTL, c'est un gazole de synthèse. Et j'ai apporté un échantillon, voilà, ça ressemble à ça. C'est ça. Ça n'a pas l'odeur du gazole. Ça ressemble pas tellement au gazole, mais pourtant, c'est exactement la même chaîne moléculaire. Et il faut y aller au carbone 14 pour voir la différence entre le gazole et le HVO ou XTL. Le XTL, c'est le terme qu'on utilise en France. HVO, c'est plutôt le terme qu'on utilise à l'étranger. Et Alors, il y a quoi dedans? Pardon? Il y a quoi dedans? Il vient d'où? Alors, en fait, c'est fabriqué à partir d'huile alimentaire usagée qu'on collecte dans les restaurants. C'est fabriqué à partir de graisses animales. Et à partir de ça, donc, c'est traité dans une bioraffinerie pour finir avec ce produit-là. Et il y a 2 avantages. Il faut bien faire la séparation d'un côté avec les polluants locaux, et c'est les essais que fait Sogestran avec le cendre. On parle des NOx et des particules. Et de l'autre côté, les émissions CO2. Et en ce qui concerne les émissions... Donc, on aura les résultats des essais faits par Sogestran. Mais en ce qui concerne les émissions CO2, donc là, il y a une traçabilité donc garantie avec une méthode ISCC, en plus auditée tous les ans par un organisme indépendant qui s'appelle Contrôle Union. Et en plus de ça, on a déposé un dossier à l'ADEME avec un raffineur bien connu, Nestlé, qui fournit notre produit à partir de Rotterdam, pour qu'on ait un chiffre officiel en termes d'émissions CO2, en termes de réduction par rapport au gazole.
Donc c'est produit à Rotterdam, c'est pas produit en France, hein. Non, en France, il n'y a pas de production. Pourquoi? Alors, il y en pas a assez de une. raffineries Là, je pourrais passer la parole ensuite à Xavier, ça fera oui. la transition. Mais en ce qui concerne Rotterdam, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une production pour nous vraiment importante parce que c'est zéro huile de palme, hein. C'est uniquement l'huile alimentaire usagée. Donc ça, contre la déforestation, c'était pour nous un prérequis et c'était un prérequis aussi pour le gouvernement français. Mais du coup, est-ce que le gisement est si important? Les huiles usagées, les graisses animales, ça représente un volume si important pour pousser des barges? On estime que sur le marché français, il y a encore 50% de capacité en plus, comme sur le marché européen. Donc la production aujourd'hui, le marché est à 3 millions de mètres cubes en Europe. Il va être multiplié par 2, par 3 dans les 2-3 années qui viennent. Mais on va parler aussi d'autres produits intrants, récupération de plastique usagé, d'autres sources de déchets. Mais bien sûr, ce n'est pas infini. Donc pour moi, la mixité énergétique, c'est le gaz, le biogaz, l'électrique, l'hydrogène. Bien sûr, le XTL ne va pas remplacer le gazole à 100%. On est d'accord. Xavier Bourrade, pourquoi c'est pas vous qui le produisez, ce carburant? Alors oui, nous produisons aujourd'hui du HVO dans notre raffinerie de la Med, Et ben voilà, sur l'étang de Berre. de l'huile de palme. Pardon? Mais avec de l'huile de palme. Alors, il y avait de l'huile de palme dedans, oui. Enfin, je pense que tout le monde a un peu suivi l'actualité. Le HVO que nous vendons en France aujourd'hui est garanti sans huile de palme. Et plus largement, à compter du 1er janvier de l'année prochaine, nous ne produirons aucun carburant avec de l'huile de palme nulle part. Donc, comme ça, ce sera. Ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Donc, il y a le HVO, mais il y a autre chose, hein, chez Total Energy. D'autres types de carburants. Mais j'ai une autre question ensuite derrière. D'autres types de carburants, effectivement, nous appelons Total Energy avec un S. Et donc, nous couvrons vraiment toutes les mobilités et tous les carburants. Comme le disait très justement Édouard, la solution, enfin il n'y a pas une solution, il y aura une multitude de solutions. Et c'est vrai que le fluvial, comme vous l'avez tous dit, hein, a vraiment beaucoup de défis, des défis de coût aujourd'hui, de manutention, d'infrastructure, et vient se rajouter quelque part la décarbonation. Sur un secteur qui est extrêmement éclaté, avec de très gros acteurs et énormément de tout petits acteurs qui aujourd'hui n'ont pour beaucoup pas les moyens d'entamer ce processus de décarbonation et surtout, souvent, n'en ont pas l'incitation. Je prends pour exemple l'incitation légale, voire l'obligation. Je prends pour exemple les zones à faible émission, hein, qu'on connaît bien en France, qui font beaucoup de débats. Les zones à faible émission ne s'appliquent pas aux fleuves. Donc on aura, enfin si on tire le dire, c'est juste. Voilà, on aura demain des villes, j'exagère, mais complètement silencieuses, pleines de véhicules électriques, avec un bateau qui passera au milieu avec un moteur d'il y a 30 ans. Donc il n'y a pas cette incitation. Donc il y a aujourd'hui énormément d'initiatives privées, mais on parle d'initiatives. La Sogestran est un excellent exemple. Mais que faire des plus petits armateurs qui aujourd'hui n'ont pas les moyens, la connaissance d'entamer un processus de décarbonation? Donc nous connaissons bien le milieu du fluvial, hein. Nous sommes un fournisseur d'une bonne partie des armateurs en France aujourd'hui, avec un seul carburant. Donc aujourd'hui, nous lançons nous-mêmes ou nous participons à des initiatives, hein. Je prends pour preuve Green Daily River, l'initiative Green Daily River auquel nous participons depuis quelques années. Et un autre exemple, alors là on est dans le transport de voyageurs, mais à l'heure qu'il est maintenant, nous sommes en train de remettre un chèque à un armateur parisien de transport de voyageurs pour l'aider financièrement dans la transformation en tout électrique d'un de ces bateaux. Vous pouvez le citer, hein. Les vedettes du Pont-Neuf, aujourd'hui, qui sont en train de transformer un de leurs bateaux en électrique et qui devraient naviguer d'ici la fin de l'année. Et pourquoi, lui, vous l'aidez à passer à l'électrique et pas à utiliser vos carburants? C'était sa demande ou il y avait une pertinence plus importante? Alors c'était sa demande et je fais une toute petite digression, hein, sur le transport de voyageurs. L'électrique est particulièrement adapté, hein, au transport de voyageurs. On a des rotations plutôt courtes et la notion de confort des voyageurs est particulièrement importante et il y a avec l'électrique, enfin c'est surtout avec l'électrique qu'on va la trouver. Mais c'est une très bonne question que vous posez. Effectivement, un carburant ne remplacera pas tous les autres et c'est vraiment, tout comme dans le routier, l'usage qui va déterminer quel est le meilleur carburant. C'est-à-dire que l'hydrogène ne répondra pas à tout, et en tout cas pas maintenant,
Mais le gaz peut répondre, enfin le biogaz peut répondre à beaucoup de problématiques aujourd'hui. Le HVO, enfin les XTL en général, à d'autres. Donc à chaque usage, son carburant. Et encore faut-il pour l'électrique qu'il y ait du courant quai, qu'il y ait des points de recharge, comme pour les carburants alternatifs, comme pour l'hydrogène, il faut de l'avitaillement. Et là, on en revient à l'usage des quais. Et qui va payer pour les postes à quai? Exactement, on en revient à l'infrastructure. C'est exactement la même problématique qu'on a dans le terrestre, hein. Alors c'est plus facile, bien évidemment, dans le terrestre. Mais en fait, ces nouveaux carburants appellent de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, la livraison de carburant pour le fluvial, c'est quelque chose qui marche depuis la nuit des temps. Quand on va commencer à parler nouveaux carburants et particulièrement électricité, ça va nécessiter une infrastructure à quai. Mais là, déjà, de grosses initiatives sont prises, hein. Le VNF travaille dessus depuis pas mal d'années. Nous allons également participer. Je reprends le même exemple, un des vedettes du Pont-Neuf, où nous avons installé une borne à quai, donc qui va servir à... Ça, c'est vous qui l'avez payé. C'est pas Aropa, c'est pas les vedettes du Pont-Neuf, c'est pas la ville de Paris. Dans le cas particulier, c'est nous, mais tous les modèles sont envisageables. Un modèle qu'on peut imaginer, c'est que nous financions l'infrastructure et au travers d'un contrat d'approvisionnement avec l'armateur, quel que soit le carburant, qu'on se retrouve avec une solution où l'armateur, enfin le client, n'investit pas, mais quelque part, nous payons sur un contrat d'une durée plus ou moins longue, ce qui fait que c'est plutôt indolore pour l'armateur, comme vous le disiez, beaucoup aujourd'hui sont dans des situations délicates. Donc ça peut être un moyen de rendre la note moins salée. Et chez SCAD Fluvial, on investit comment et sur quoi pour l'avenir, pour le verdissement de votre flotte? Oui, alors je suis bien contente de pouvoir entendre tout ça. Donc je pense que ça va effectivement dans le bon sens et c'est clairement les réflexions que nous menons aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut vraiment adapter le carburant et la motorisation à l'utilisation des trafics qu'on va avoir dans notre business et pour nos clients. Donc c'est des dossiers à travailler ensemble, en filière, avec toutes les parties prenantes, avec les gestionnaires d'infra y compris, et qui sont peut-être un peu longs à mettre en place, mais en tout cas, il y a des pistes très sérieuses à explorer. Et tout ça a un coût pour les propriétaires de barges, pour les armateurs. L'État aide, il y a des subventions, on va venir au mécanisme de marché. Vous êtes aidé, autrement dit, vous êtes entendu, écouté, vu, visible? Oui, alors ces aides ont beaucoup progressé ces dernières années. On voit une vraie volonté, que ce soit de la part de VNF, de l'ADEME, des collectivités pour nous aider. Aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est, comme on le disait, hein, c'est beaucoup de privés, beaucoup d'artisans pour notre compte, puisqu'on exploite en coopérative. Donc nos bateliers sont des artisans. On a besoin d'être aidés, puisque la solution verte et les nouvelles motorisations n'existent pas. Les besoins en moteurs dans le monde fluvial ne sont pas importants. C'est environ 500 moteurs par an sur l'ensemble de l'Europe fluviale. Donc vous imaginez bien que le R&D des motoristes qui existent aujourd'hui sur le marché n'avance pas à la même vitesse que pour les camions aujourd'hui. Et la durée de vie d'un moteur de bateau est largement plus long, donc le renouvellement d'autant plus aléatoire aussi qu'un camion. Donc on a besoin de ces aides pour lancer des expérimentations, pour voir comment réagissent les moteurs et nos bateaux dans la durée. Mais en tout cas, c'est des belles pistes. Bien, Lionel Rouillon, VNF aide, enfin oui, VNF aide, ce n'était pas une interrogation. Comment? Et un point sur les mécanismes de marché, les C2E, avant de passer la parole à la salle. Alors, on vient de voir que le fluvial a un certain nombre d'avantages, hein, vous le disiez tout à l'heure, propre, efficace, sécurisé, ponctuel. Et puis maintenant, clairement compétitif. On voit qu'il y a aussi quelques défis, une certaine dynamique. Parmi la dynamique, tout à l'heure, on se parlait d'infrastructure et puis des nécessités de pouvoir améliorer l'infrastructure, c'est évident. Pour donner un ordre de grandeur, 2018, budget d'investissement de VNF, 110 millions. 2022, 345 millions. Bon. De la même manière, on voit une dynamique chez les armateurs avec, vous le disiez, la baisse des THC, même si c'est un des éléments et pas le seul, l'infra est première de ce point de vue-là,
mais chez CMA, chez CMA pour CGM pour Marseille, sur le port de Marseille, 2 éléments également. C'est bien d'avoir un système compétitif, mais il y a un coût de transition. Quand vous avez un système intégralement sur routier et que vous voulez faire basculer, bah, ça vous coûte quelques investissements et on voit bien que l'avantage, c'est que vous pouvez massifier, mais il faut déjà que vous ayez un volume. D'où les annonces faites dernièrement par le ministre Djebari de mise en place de certificats d'économie d'énergie. Je ne vais pas vous embêter avec la technique, mais basiquement, c'est quoi? Ce sont des obligés, comme Total par exemple, qui payent pour pouvoir financer du report modal, quand, en l'occurrence, dans ce dispositif, la formation, les études et jusqu'à pendant 3 ans, les surcoûts liés à la rupture de charge, le temps que vous puissiez monter en gamme et acquérir le volume qui vous permet d'avoir le point mort et d'être compétitif. De la même manière, il y a de forts investissements qui sont faits en ce moment pour pouvoir intégrer la chaîne numérique avec une application que vous pouvez déjà charger sur l'App Store qui s'appelle Navi, mais qui permettra à partir de juin de suivre l'ensemble, de modéliser, de suivre l'ensemble des flux sur la chaîne et donc de diminuer les temps de latence que vous pouvez avoir. Alors il y a un lot 2, il y a un lot 3, on l'améliorera au fur et à mesure, mais c'est déjà une première amélioration sensible. Dernier élément que je voulais souligner sur le verdissement de la flotte. Ah, pardon, j'en ai oublié un aussi. Dernier élément que je voulais souligner sur le verdissement de la flotte, à travers un système qui s'appelle le PAMI. C'est un élément qui existe depuis quelques années, qui permet d'accompagner les entreprises qui veulent aller vers du verdissement. Le plan d'aide, après je ne sais plus. Plan d'aide à la modernisation et à l'innovation. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques années, le PAMI a quand même doublé avec l'entrée d'un certain nombre de partenaires dans ce plan, que ce soit l'ADEME, que ce soit la région Île-de-France, la région Normandie, le Grand Sud, et maintenant des discussions avec d'autres régions, de manière à pouvoir fortement accélérer l'effort de verdissement. Et de ce point de vue-là, on a aussi une opportunité en or qui sont les JO, avec la parade initiale des JO qui se fera sur la Seine, mais qui se fera sur la Seine en émissions non polluantes pour pas loin d'un tiers des bateaux qui seront utilisés. Donc ça commence, l'effet d'entraînement est là, l'effort public est là, et maintenant, mais on l'a vu et il n'y a pas trop de doute là-dessus, la dynamique des entreprises doit être aussi là. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des remarques, des admonestations, des critiques, des félicitations? Je vais aller jusqu'au bout du dictionnaire tant qu'il n'y aura pas une question. Non? Rien? Bah alors. Les C2E, les obligés se rattrapent, Monsieur Bourrat, sur... Alors je ne sais plus sur quel marché, en fait, vous gagnez de l'argent si vous faites la preuve que vous avez fait faire des économies à vos clients, des économies d'énergie, c'est ça? Alors là, pareil, on ne va pas rentrer dans le technique. Non. Je crois qu'on a plus le temps. Nous, en tant qu'obligés, en tant que fournisseurs d'énergie, vendeurs d'énergie en France, nous sommes tenus, par la loi, mais Édouard est dans le même cas, de faire des économies d'énergie à nos clients. Et donc de financer leurs économies d'énergie. Donc vous-même en tant que particulier ici ou en tant qu'entreprise, si vous faites des économies d'énergie, vous pouvez vous en faire financer une partie par votre fournisseur d'énergie, quel qu'il soit. Monsieur de Montmarin, vous êtes aussi un obligé. En fait, j'avais une autre question. Dans le cadre de votre développement, vous envisagez de faire du carburant à partir de plastique? En fait, c'est pour augmenter les capacités futures. Hein. À l'heure actuelle, c'est pas d'actualité, mais voilà, on sait qu'il y a dans le monde entier, il y a des sacs plastiques qui traînent. Voilà, donc il faut récupérer tout ça et l'utiliser plutôt. Et c'est possible. C'est possible, oui. Mesdames, Messieurs, je m'en remets à vous. Ils sont à vous. Ils et elles sont à vous. Non, ça marche toujours pas. C'est rare, ça, qu'il n'y ait pas de questions. Hein.
c'est que vous avez été roboratif, vous les avez nourris. Monsieur Kerlo, quand vous entendez tout ça, vous, commissionnaire, est-ce que vous dites « ouais, j'ai bien fait » ou « il manque des choses, ça m'intéresse » Oui, on dit on a bien fait, on est en cours de développement. Maintenant, il y a les freins dont vous parliez aujourd'hui. Donc, sur l'axe Rhône jusqu'à Lyon, on a des connexions avec les terminaux directement. En fait, les barges peuvent charger depuis les deux terminaux. Donc, il n'y a pas cette rupture de charge que l'on retrouve au Havre. Parce qu'au Havre, nous, la barge que nous opérons avec nos amis de la SCAT, c'est une barge qui opère au terminal multimodal, qui théoriquement est là pour ça, mais qui, de fait, entraîne 4 manutentions, comme vous le disiez. Et l'unité fluviale en question, aujourd'hui, elle ne peut pas aller directement sur les terminaux havrais. Donc c'est un de nos freins principaux. Donc la chatière, ben voilà, ça pourra peut-être régler une partie des sujets. Donc ça c'est un frein. L'autre frein, c'est que pour nous, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est entamer une discussion avec nos amis armateurs, avec les manutentionnaires, pour voir comment, demain, on peut développer encore mieux, encore plus. Alors, je pense que la chatière, quand elle arrivera, ce sera une solution. Ce sera aussi nécessaire, je pense, de travailler avec vous, entreprise de manutention, pour qu'on ait des zones dédiées pour les barges, pour que des équipes soient dédiées, des zones foncières dédiées, pour qu'il y ait plus de fluidité, qu'on en ait plus demain, et puis qu'on puisse bénéficier auprès des armateurs d'une prise en compte de la spécificité du fluvial et de sa lenteur, qui forcément est un avantage parce qu'on peut faire des choses pendant que les péniches voguent, mais il faut qu'on réfléchisse aux systèmes qui existent dans le transport maritime aujourd'hui, qui sont les demurrages, les frais que nous facturent les armateurs après un certain temps pour l'utilisation de leurs conteneurs qui leur appartiennent. Donc nous sommes aussi pénalisés parce qu'on commence à payer, le temps commence à courir à partir du moment où vous avez posé votre conteneur au Havre, par exemple. Donc là, voilà, il y a un grand chantier devant nous, mais nous, on y croit, on est très, très volontaire, on veut y aller, et puis c'est une nécessité. Donc oui, on va continuer, et il faut qu'on y aille tous ensemble, oui, c'est vrai. Effectivement, pour ne pas avoir à payer les frais d'attente, les temps d'attente d'un container débarqué au Havre, il faudrait l'évacuer le plus vite possible sur un port secondaire. Donc le port maritime considère les ports fluviaux comme un avant-port ou un après-port. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Est-ce que les armateurs vous poussent à le faire? Non, il faut que ce sont des discussions voilà. qui existent entre nous et les armateurs sur ce sujet-là, parce que en plus, quand on a, comme nous, commissionnaires de transport, cette double casquette d'opérateurs fluviaux et de clients des armateurs. C'est un sujet, oui. Madame Morel, sur cette question-là, les armateurs, les ports maritimes, le lien avec les ports fluviaux, le sujet, je sais, il est un peu touchy. Vaste sujet, mais je pense que c'est des choses qui évoluent aussi dans le bon sens. La création d'Aropa en est une raison aujourd'hui, Medlink de l'autre côté. Je pense que le fluvial sera jamais prioritaire par rapport à un navire. C'est pas le cas ni dans les pays voisins ni chez nous, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour discuter et pour améliorer l'efficacité et l'efficience de chacun d'entre nous. Lionel Rouillon, vous aviez un mot à dire là-dessus, à propos du port de Dunkerque qui effectivement a des liens a priori apaisés avec les ports fluviaux, des liens directs, mais non. Oui, en fait, ce lien entre les ports fluviaux et les ports maritimes, bon, Aropa en est un bon exemple, mais il faut reconnaître que autant il existe de manière comme une évidence quand vous êtes en Hollande, en Belgique ou en Allemagne, il n'a pas souvent existé comme une évidence en France. C'est un sujet qui commence véritablement là à émerger. Avant, chacun vivait sa vie dans son coin. Mais le lien, par exemple, entre Bordeaux, le grand port maritime de Bordeaux et la plateforme de Langon commence à devenir un sujet, qui est l'ancienne plateforme d'Airbus pour les A380.
le lien entre Dunkerque et surtout quand on sait qu'avec le Brexit, il va y avoir besoin de dédouaner. Le lien entre Dunkerque et les ports fluviaux commence à devenir également un sujet qu'on regarde. Donc je ne vous dis pas qu'il va y avoir un miracle et que tout va sortir de terre, mais entre avant, chacun est dans son couloir de nage, et maintenant on commence à regarder ensemble ce qui est possible de faire. Il y a quand même un pas qui a été fait, et chacun en plus avec la conscience qu'à un moment ou à un autre, ça devra déboucher. Maintenant, il faut regarder les schémas, il faut regarder comment ça peut devenir économiquement viable et autoporteur. Là, il y a encore un peu de travail à faire. Mesdames, Messieurs, c'est la dernière occasion pour vous. Ah, merci. Est-ce que le micro va arriver? Oui, il arrive. Vous étiez là tout à l'heure, si je ne m'abuse. Vous êtes donc, monsieur, un jeune retraité du monde de la logistique. Merci de bien mettre le micro sur votre menton. Donc, Marc Sandrin, ancien ingénieur logistique du secteur public. Oui, sur Fos, on a parlé de l'autoroute, mais on n'a pas vraiment parlé des navettes fluviales de conteneurs. Est-ce qu'on peut en reparler un peu plus, où on en est sur l'optimisation du système à Fos? Monsieur Sévette. Ouais, comme ça a été dit, il n'y a pas réellement de problème à Fos et sur la connexion des terminaux, effectivement, et de même que la connexion ferroviaire qui est en train de se discipliner et de s'organiser. On a des grands projets à Fos de développement sur Fos 3XL et les réflexions qui sont menées qui vont bon train sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Et par conséquent, il y a tous les outils qui sont mis en place aujourd'hui effectivement pour le développement multimodal des activités et des flux sur le port de Marseille. Il n'y a pas de problème, en cas de Mistral, les barges ont du mal à sortir quand même, hein, à Fos. Il y avait une question où? Oui, le micro va arriver, sinon c'est moi qui arrive à vous. Madame, mademoiselle, voilà. Deuxième rang, derrière Sylviane Dubail. Merci beaucoup. Bonjour. Julia Dubois. Je suis chef de projet dans une association à Saint-Nazaire. Du coup, j'avais une question par rapport à la région ouest. On a parlé du nord de la France, on a parlé de Marseille, de la région parisienne, un peu de l'est. Et dans l'ouest, est-ce qu'il y a des projets? Bon, moi, je prends le micro parce que je viens de Saint-Nazaire. Donc, je peux en parler un peu. Malheureusement, le problème auquel on est confronté sur la Loire, c'est bon, ça vous pourrez me le confirmer, c'est la navigabilité. Hein. Donc, on est bloqué, on ne peut pas remonter au-delà de Nantes ou difficilement. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il y a encore quelques années, le frein principal, c'était la distance entre le port de Montoire et la zone de livraison, si on parle de l'import, à Nantes. Donc, le nombre de kilomètres était un frein au développement du transport fluvial. Alors, il y a des opérateurs sur la Loire qui travaillent plus sur de la partie colis lourd, en fait, hein, et notamment Airbus, hein, qui utilise le service et qui a été mis légèrement en suspens pendant la période de Covid. Il y a des projets aussi de navires à propulsion vélique avec des touchés de Saint-Nazaire ou de Montoire, comme vous le savez, c'est un autre sujet, hein, on sort un peu du cadre, mais bon, je veux dire, on peut imaginer demain de remettre à plat ce sujet-là. Bon, on a nos amis du port de Nantes qui sont là, et donc on peut imaginer, oui, de rentrer la Loire dans le dispositif, parce que la région Pays de Loire va être contrainte aussi par ce qui se passe et forcément intéressée par les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais effectivement, c'est un sujet qui devra être remis sur la table, oui. Steve Labelli.
Oui, en complément, on a la chance chez Sogestran d'être quasiment le seul opérateur de transport fluvial sur la Loire, avec notre compagnie ligérienne de transport. C'est vrai que c'est un secteur qui est un petit peu plus compliqué avec des distances qui sont plus courtes. Néanmoins, il y a quand même des projets, il y a des opportunités, il y a des possibilités. On retrouve à peu près les mêmes attentes des opérateurs, de nos clients, que sont Airbus ou d'autres transporteurs. Les mêmes attentes en termes de verdissement, elles sont là aussi. Mais c'est vrai que le domaine est peut-être un petit peu plus compliqué parce que l'Interland est beaucoup plus court. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire, d'autant que au niveau de la Loire, on a quand même beaucoup d'industries, beaucoup de trafic et des choses qui sont des deux côtés, des grands projets aussi immobiliers, des grands projets de travaux publics qui peuvent se prêter assez facilement à du transport fluvial. Mais dans tous les cas, que ce soit sur Le Havre, sur Fos ou sur Nantes ou dans le Nord, on est toujours assujetti à la vision en fait. Voilà, il nous faut une vision, il faut quelqu'un qui porte cette vision-là, et il nous faut aussi un peu de réalisme. On parlait de Fos tout à l'heure. Peut-être qu'il y a plein de choses sur Fos, mais quand on regarde les chiffres du fluvial, sur Fos, ils sont pas bons en fait. Et donc, si les chiffres sont pas bons, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à améliorer. Donc, effectivement, on peut se dire que tout est bien, qu'il y a ce qu'il faut, mais si les chiffres sont pas bons, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit être amélioré. Donc, ce dont on a besoin, et c'est valable pour la Loire aussi, c'est cette vision-là qui est politique, qui est technique, et cette coopération entre tous les acteurs. Bah voilà un excellent mot de la fin. Merci madame, merci messieurs. Mesdames, messieurs, merci. Vous pouvez reprendre une vie normale, sauf que dans 10 minutes, je présente une start-up qui s'appelle Alloplast avec Yoann Boenech qui a inventé un moyen génial de récupérer les microparticules de plastique dans l'eau et dans l'air pour en faire, pourquoi pas, du carburant chez Altins. Voilà, il s'appelle Yoann Boenech. Où est-ce qu'il est? Il est là, regardez-le, il est là. Vas-y, levez-vous qu'on voit votre main. Voilà, c'est lui, un petit inventeur génial, mesdames, messieurs, dans 10 minutes. À bientôt.